Donc, cet objectif, quelles sont les caractéristiques d'un objectif? Généralement, on parle d'objectif, mais on ignore les caractéristiques. Premièrement, la clarté. Il doit être clair. Il doit être pertinent. C'est-à-dire en adéquation avec ce que l'on veut, avec le problème, etc. Il a une faisabilité, il est faisable. C'est-à-dire il n'y a pas un risque de non-faisabilité. Et il a l'intention de décrire, de comprendre et d'expliquer. Vous voyez, c'est très important. Choisir un objectif et un seul, nous avons dit pourquoi il faut choisir qu'un seul objectif, parce que ni le temps, ni les moyens ne nous permettent d'aller chercher pour répondre à 2 objectifs ou 3 objectifs. Choix d'un cadre théorique par rapport au champ et à l'objectif spécifique. À partir de l'angle d'attaque disciplinaire, définir le référentiel théorique précis qui sera principalement utilisé dans l'étude. Donc aujourd'hui, on va utiliser ce cadre de choix théorique, etc. Donc pourquoi? Il a la fonction de faciliter la vie aux chercheurs. Très important. L'angle d'attaque, c'est un peu la théorie du chercheur. C'est-à-dire qu'il va choisir un angle d'attaque, c'est-à-dire il va définir le référentiel précis qui sera principalement utilisé. Ouvrir des pistes nouvelles et introduire dans la réflexion des concepts originaux et enrichir l'ensemble de la démarche. Il y a une direction de recherche. Choisir un cadre de référence, c'est conduire la recherche dans une direction particulière, puisqu'il met l'accent sur des aspects spécifiques du champ. Le choix d'un cadre implique que l'on fasse preuve de logique, de cohérence et de cohérence conceptuelle. C'est très important, la logique et la cohérence conceptuelle. L'hypothèse. Poursuivre la démarche dans les sens de la précision. C'est-à-dire on va préciser les choses. L'opérationnalisation, c'est-à-dire rendre les choses opératoires, puisqu'en partant d'une formulation d'un problème en fonction des concepts, en allant vers les variables et en allant vers les grandeurs, et si on est dans les champs, si on est dans les sciences sociales, c'est qu'on a des variables, beaucoup de variables qu'on ne peut pas contrôler. Donc on ne peut pas contrôler, on va voir l'hypothèse en fonction des variables. Il y a des variables, il y a des facteurs, il y a des influences mutuelles, ça dépend de la nature de l'hypothèse en fonction de la nature du problème. Il y a beaucoup de variables qu'on ne peut pas contrôler. Donc on ne peut pas contrôler, on va voir l'hypothèse en fonction des variables. Il y a des variables, il y a des facteurs, il y a des influences mutuelles, ça dépend de la nature de l'hypothèse en fonction de la nature du problème. Ce travail scientifique consiste à découvrir comment et pourquoi des phénomènes observés se rattachent les uns aux autres. Ce qui veut dire que l'hypothèse est construite. Elle est construite comme réponse provisoire à un problème constaté scientifiquement. La définition de l'hypothèse. Il s'agit d'une conjecture douteuse mais vraisemblable, par laquelle l'imagination anticipe sur la connaissance et qui est destinée ultérieurement à être vérifiée. C'est pourquoi je vous dis toujours, c'est le pont entre tout ce qui est problème, conceptualisation, à tout ce qui est expérimental.
Donc, puisque c'est une conjoncture à vérifier, donc à vérifier expérimentalement. Elle est une relation entre les faits. Elle est précise et il joue le rôle du fil conducteur de la recherche. Elle suggère les techniques de recherche à mettre en œuvre. C'est une proposition à tester, mettant en relation des variables. Elle a pour fonction l'explication, la compréhension ainsi que la précision. Elle peut être, selon les vérifications, confirmée ou réfutée. C'est la méthode de l'hypothèse. On peut mener une recherche, mais à la fin, on peut ne pas démontrer l'hypothèse et on peut aller vers que l'hypothèse est fausse. Mais c'est aussi une recherche, parce que c'est documenté, c'est argumenté, c'est expérimenté, etc. Expérimentation. La conduite d'une expérience mènerait ainsi le schéma d'interprétation épistémologique classique à deux types de bénéfices. D'abord, la possibilité de vérifier l'hypothèse, at-tahaqquq, vérifier l'hypothèse, ou selon Popper, de la réfuter. Mais aussi, dans tous les cas, un enseignement sur les causes de l'éventuel échec, enseignement qui sera réinvesti dans la définition d'une expérience plus adéquate. Le bénéfice est alors méthodologique. D'un point de vue très théorique, une expérience est un engagement dans une situation de mise à l'épreuve d'un élément d'ordre spéculatif, souvent appelé hypothèse, lorsqu'il s'inscrit dans un système logique. Vous voyez, c'est très, très important pour l'hypothèse. C'est d'ordre spéculatif, théorique, appelé l'hypothèse, et s'inscrit dans un système logique. Dans les disciplines scientifiques, les expériences sont qualifiées de scientifiques parce qu'elles sont conduites en respectant des protocoles aussi rigoureux que possible. Dans les sciences qu'on qualifie d'exactes, ces sciences-là, ce sont des sciences du réel. Le réel a ses contraintes, il ne change pas. Il ne change pas d'aspect. Ce n'est pas comme le comportemental, comme le comportement des humains. Ce sont tous deux, si on mène une recherche en sciences sociales, c'est la même chose qu'en sciences expérimentales. La différence, c'est dans la vérification des hypothèses. Parce que en sciences exactes, on contrôle les variables. On peut garder une variable constante et voir comment une autre variable varie. C'est un découpage sur un réel et en contrôlant les variables. Dans les sciences sociales, non, on ne peut pas contrôler les variables. On ne peut pas garder des variables constantes, des comportements constants pour aller voir comment les comportements de d'autres, comment ils évoluent. Donc, le problème est là. Et donc, en sciences, ce sont toutes les deux des sciences expérimentales, empiriques. La première, c'est une science qui peut bénéficier d'une rigueur, etc., à partir d'un matériel scientifique, parce que le chercheur fait des découpages sur le réel. L'autre, c'est une science des relations, des comportements, des attitudes, etc. Et donc, les outils diffèrent. On peut chercher dans ça les outils, l'entrevue, l'enquête, une simulation, etc. Mais on ne contrôle pas les variables. Voilà, c'est la différence entre eux. Donc, dans les disciplines scientifiques, les expériences sont qualifiées de scientifiques parce qu'ils sont conduites en respectant des protocoles aussi rigoureux que possible, concernant aussi bien la planification et la mise en œuvre concrète de la situation expérimentale que le recueil des données, souvent au moyen d'instruments de mesure, où l'interprétation théorique est faite. Donc Galilée, c'est le précurseur de la méthode expérimentale. Pour Galilée, l'expérience est indispensable. C'est l'affirmation du déterminisme dans la nature. Il émet des hypothèses, analyse des faits de physique. Chaque fois qu'il peut, il reproduit un phénomène et vérifie par la pratique les hypothèses qu'il a émises. Cela, non pas occasionnellement, mais systématiquement. Il s'efforce de dégager une expérience complexe, les facteurs essentiels.
Donc ici, Galilée il décrit en quelque sorte qu'est-ce que l'expérience pour affirmer, c'est les questions de déterminisme, c'est intéressant d'un point de vue scientifique, mais il ne répond pas à la question des sciences sociales. Mais Galilée ne fait pas qu'observer, il fait aussi des mesures scientifiques. Après avoir observé longuement tout ce qui est en mouvement autour de lui, il expérimente, mesure, analyse, raisonne, fait des déductions, argumente. Tous ces éléments sont des outils pour interpréter, etc. Il recherche des nouvelles méthodes de mesure, il détermine quantitativement les grandeurs physiques qu'il estime. Il introduit la variable temps dans ses analyses. La formation des concepts. 3 registres doivent être articulés. Le champ questionnemental, c'est-à-dire les problématiques, objet, action, événement et question. Les représentations mentales, c'est-à-dire comment on se représente les choses, c'est les invariants conceptuels, relationnels et opératoires. Et la représentation symbolique, langage naturel, représentation graphique et mathématique. Inventaire des moyens de recherche, le temps dont il dispose et sa gestion. Un chercheur qui ne gère pas ses recherches et qui ne gère pas son temps, c'est un mauvais chercheur. Donc le chercheur a un calendrier et suit un échéancier. C'est normal, il faut qu'il soit rigoureux, mais aussi il faut qu'il soit disciplinaire et il faut qu'il suive un schéma de travail, c'est-à-dire un planning de travail important. Parce qu'il y a un engagement, et il y a des lectures à faire, et il y a des notes à prendre. Les moyens financiers, il doit disposer de moyens financiers importants. Parce qu'il peut contribuer dans des colloques, dans des séminaires, il peut discuter, il peut se déplacer, etc. Donc il faut qu'il y ait des moyens aussi financiers pour s'acheter s'il y a des produits consommables, etc., etc. Les soutiens logistiques et intellectuels, c'est-à-dire disposer d'une voiture, pourquoi pas? Ce sont les soutiens logistiques. Et intellectuel, bien sûr, il faut qu'il soit d'une capacité intellectuelle importante. Au terme de la recherche, c'est-à-dire en terminant la recherche, en faisant des lectures variées, en choisissant le sujet, en faisant des lectures, en constatant qu'il y a un problème dans le texte de savoir, en se posant des questions, en émettant des hypothèses, en choisissant des stratégies de résolution de problèmes, etc. Et puis après, il faut aller vers la conquête du terrain et aller chercher soit avec des outils techniques, soit le questionnaire, soit l'entrevue, soit l'analyse des documents, etc. Pourquoi? Pour répondre, pour vérifier votre hypothèse. Voilà, c'est-à-dire les outils et la collecte des données et le traitement des données, les résultats, l'interprétation des résultats, etc. Et donc, dans le rapport, c'est-à-dire lorsqu'on veut vraiment, ça y est, on a fini, il faut rédiger, etc. Dans le rapport, on fait 3 parties essentielles. C'est très important dans une recherche. C'est la partie introductive, c'est-à-dire reprise en abrégé les 6 points que nous avons traités depuis le début. Et dans la partie, il y a une deuxième partie, une grande partie, avec des sous-paragraphes, partie centrale où le chercheur présentera la classification organisée de ces résultats. Il va présenter les résultats auxquels il a abouti. Supposez que vous avez mené une recherche dans les sciences sociales et que vous avez constaté un problème donné et après que vous avez fait des hypothèses sur le problème, vous allez regarder quels sont les faits qui peuvent éventuellement vérifier votre hypothèse et vous allez classer selon des indicateurs donnés, vous allez classer l'information en allant par un questionnaire, par exemple, distribuer le questionnaire à un échantillon d'individus que vous avez choisi et vous avez des réponses. Et que ces réponses, vous allez les classer vous allez
classés selon des indicateurs donnés, et vous allez traiter selon votre engagement et votre formulation de l'hypothèse. Et donc, si vous avez constaté que l'hypothèse est vérifiée, donc tant mieux, et donc vous allez présenter uniquement les résultats et discuter ces résultats de l'analyse selon le cadre opératoire établi. Donc vous allez un peu discuter les résultats dans le projet. Conclusion, discussion des résultats et l'analyse par rapport à la vérification des hypothèses. C'est-à-dire, lorsque vous aurez des résultats, il faut les analyser et les discuter par rapport aux hypothèses. Parce que les hypothèses, c'est votre théorie. C'est votre théorie vraisemblable, c'est votre solution au problème. Et donc, il faut discuter quand même pour valider, en quelque sorte, vos résultats et valider vos hypothèses. Donc, dans la conclusion, c'est une conclusion générale. Ce n'est pas une conclusion à demi. C'est où on discute des résultats de l'analyse par rapport à la vérification et on fait un retour critique sur la méthode utilisée et proposition de pistes de recherche éventuelles avec des bibliographies. Application. Donc, c'est pas intéressant pour l'instant. Je vous remercie. Et à la prochaine fois, on va continuer encore dans le débat autour de cette thématique qui est la recherche, la méthodologie de recherche pour entamer toute recherche, que ce soit scientifique exacte ou recherche scientifique empirique dans les sciences sociales. Je vous remercie.